La communication interculturelle est l'un des éléments clés pour favoriser la mise en place de relations interculturelles harmonieuses. On constate une augmentation de l'immigration au Canada, ce qui augmente les origines des personnes qui arrivent au pays. Cette augmentation des origines et de l'immigration fait aussi augmenter les défis en matière de relations interculturelles et donc l'importance de mettre en place des stratégies pour favoriser la communication entre des gens de différentes cultures qui se retrouvent dans nos collectivités. La communication interculturelle se définit comme un processus dans lequel des gens de deux cultures différentes qui sont hautement influencés par leur propre culture essayent de communiquer, mais surtout de donner du sens à leur interaction pour pouvoir bâtir une relation à long terme. Dans une société qu'on pourrait qualifier d'homogène, on constate que la communication est de plus en plus facile. Et lorsque les gens viennent du même pays, la communication est facile, à la fois elle demande beaucoup moins d'efforts et puis le résultat est de plus en plus effectif. Contrairement à une société qui est diversifiée, les relations communicationnelles entre les individus sont plus difficiles, demandent beaucoup plus d'efforts et surtout le résultat n'est jamais garanti. Lorsqu'on parle de sociétés différentes, on fait souvent référence à une société individualiste par rapport à une société collectiviste. Chacune de ces deux sociétés-là a ses propres caractéristiques en communication. Par exemple, lorsqu'on parle de communication et de société individualiste, on dit que les gens communiquent en utilisant les je. Je pense, je crois, je ressens telle chose, je le vis de telle manière. Alors que dans nos sociétés collectivistes, les gens font référence au nous, notre collectivité, notre famille pense que, notre ville pense qu'on doit agir de telle ou telle manière. Dans une société individualiste, on préfère les contacts visuels pour faciliter la communication non verbale, alors que dans nos sociétés collectivistes, on préfère les contacts physiques pour établir un rapport et communiquer avec les gens qui sont dans notre entourage. La communication dans une société individualiste est explicite, donc la personne avec peu de paroles va exprimer exactement le message qu'elle voudrait transmettre, et puis dans une société collectiviste, c'est plutôt le contraire. Il faut beaucoup plus de paroles pour accompagner un message. Dans une société individualiste aussi, on est axé sur la tâche, donc ce qui explique le rapport à l'horaire, le rapport à la performance en milieu de travail, par exemple, alors que dans une société collectiviste, on est plutôt axé sur les relations. On veut faciliter la proximité, la communication avec les gens et parfois ça prend beaucoup plus de temps que dans une société individualiste. Pour terminer, le rapport entre société individualiste et collectiviste, il faut parler aussi que la société individualiste, c'est plus informel, la communication est plus détendue, alors que dans une société collectiviste, il y a beaucoup plus de formalités et on va voir tout à l'heure avec les informations par rapport à la distance hiérarchique de la personne. On dit que le Canada est probablement l'un des pays qui se classe le plus haut dans l'échelle d'individualisme au monde. Donc, si on met une personne d'origine canadienne avec une personne d'origine colombienne, par exemple, et on essaye de faciliter la communication entre ces deux personnes-là, on va constater qu'il y a une lacune très grande à combler. Donc, de là l'importance de favoriser les échanges entre ces personnes-là. Pour les favoriser, il faut évidemment outiller ces deux individus-là pour qu'ils puissent communiquer. Également, la hiérarchie. On dit que le Canada n'est pas tout à fait un pays hiérarchisé. Et puis, le Canada reçoit par contre des gens qui viennent de pays qui sont très hiérarchisés. Les gens qui viennent des pays hiérarchisés, c'est des gens qui sont habitués à communiquer d'une manière complètement différente. Alors, ça mettra aussi en évidence que le niveau hiérarchique pose des défis supplémentaires en matière de communication. Les composants de la communication interculturelle sont évidemment l'émetteur, les récepteurs, les messages, les canaux de transmission et les codes. C'est quoi qui fait que la communication interculturelle est une communication un peu différente? C'est évidemment l'influence de la culture de la personne, de l'émetteur,
et l'influence du récepteur qui se transmet à travers des différents codes. Donc, on dit que le message est hautement influencé par la culture, et puis le message, il y a une composante verbale et une composante non verbale. Dans la composante verbale, on va voir qu'est-ce qui est le vocabulaire, la qualité de la voix, l'intonation, et les expressions qu'on utilise. Et puis dans la composante non verbale, on va voir tout ce qui est le paralangage, les expressions de visage, les contacts visuels, la proximité, le langage des objets. Chaque communication comporte des codes. Ces codes-là, ils viennent encrypter, si vous voulez, les messages. Lorsqu'on transmet une information, on va introduire tout de suite un code que si l'autre personne n'est pas en mesure de décoder, évidemment, il n'y aura pas de compréhension dans la communication. Le message est transmis de l'émetteur au récepteur à travers 3 types de codes. Le premier, ça serait la langue, c'est tout ce qu'on dit, tout ce qu'on écrit. Ensuite, la gestuelle, tous les mouvements qu'on utilise pour accompagner un message. Et puis ensuite, la proxémie, c'est la façon dont on utilise l'espace pour pouvoir communiquer. La communication non verbale comprend tous les signes non verbaux qui sont utilisés pour communiquer. Donc la communication non verbale englobe le paralangage, les gestes, les expressions de visage, la structuration de l'espace et les contacts visuels. Le paralangage, c'est simplement dire une chose lorsqu'on veut signifier une autre. Ici au Canada, on utilise des messages comme par exemple les ouais, ou lorsqu'on n'est pas capable de donner une réponse tout à fait certaine devant une question qui pourrait être facile à répondre. Chez les nouveaux arrivants, c'est la même chose. Pour certaines personnes qui viennent de différents pays, lorsqu'on leur pose une question, ils vont toujours répondre oui, mais très souvent, ils voulaient répondre non. Pourquoi? Parce que dire non dans certaines cultures, ça pourrait compromettre la relation avec l'interlocuteur. Lorsqu'on parle aussi de communication non verbale, on parle des gestes. Et puis les gestes sont plus ou moins utilisés d'une culture à l'autre. Certains pays, certaines cultures sont des gens qui sont très expressifs, accompagnent leur communication des grosses expressions, des mains, des gros gestes, alors que dans d'autres pays, c'est seulement les gestes socialement acceptés qui sont largement utilisés. Aussi, dans différentes cultures, on utilise l'espace d'une manière très différente. Par exemple, ici au Canada, on a beaucoup d'espace, c'est un très grand pays, donc on essaie d'utiliser cet espace. On est habitué à avoir une bulle qui est très grande, une bulle qui nous permet de communiquer avec les gens en gardant une certaine distance, alors que dans d'autres pays, on essaie de ne pas tout à fait garder cette distance-là parce que ça pourrait se traduire comme un certain niveau de méfiance, ça pourrait comme refroidir les relations entre les personnes. Donc ici au Canada, on se tient loin pour communiquer. Dans d'autres pays, il faut se tenir au contraire très proche pour pouvoir communiquer. Ensuite, certains pays dont le Canada favorise les contacts visuels. Ici, avoir un contact visuel avec notre interlocuteur est interprété comme un synonyme de franchise. Et l'honnêteté, c'est une façon de garder vraiment le contact et de garder la concentration dans la communication, alors que dans d'autres pays, c'est complètement le contraire. Regarder l'interlocuteur directement aux yeux, c'est un défi à l'autorité, c'est comme un manque de respect et dont les gens ne sont pas habitués à fonctionner de cette manière-là. Lorsqu'on parle de communication interculturelle, il faut nécessairement faire référence aux obstacles à la communication, puisque les obstacles, c'est ça qui va empêcher ou qui va faire dérouter d'une certaine manière les résultats d'une communication. Lorsqu'on parle des obstacles à la communication, on va parler des filtres. Et les filtres, on va mentionner l'ethnocentrisme, les préjugés, les stéréotypes, la discrimination et le racisme. Également l'utilisation de l'accent, l'utilisation du régionalisme et l'utilisation des sujets tabous durant la conversation. Souvent, dans des petites collectivités, on a un langage régional qui est facilement compréhensible par les personnes qui viennent de la même région.
Par contre, lorsqu'un nouvel arrivant vient et rentre en communication avec des gens de ces collectivités-là, il se rend compte qu'il n'y a pas de communication parce que les gens n'arrivent pas à comprendre certains mots qui ont été adaptés à la région. Ce qui constitue la présomption de similarité comme un autre obstacle important à la communication interculturelle. L'écart entre les interlocuteurs, c'est aussi un aspect très important, une barrière très importante à la communication interculturelle. L'écart, parfois, c'est un écart culturel, parfois, c'est un écart professionnel, un écart social. Parfois, il y a des gens qui viennent de milieux qui ont été très scolarisés, qui utilisent un langage très riche, qui essayent de communiquer avec des gens plus scolarisés, et parfois la communication devient de très difficile. On peut mentionner aussi le bruit de fond. Par exemple, les gens qui travaillent dans des usines, dans des laboratoires médicaux, c'est des gens qui doivent composer avec des obstacles supplémentaires à la communication. Et pour revenir aux gens qui travaillent en milieu hospitalier, dans lesquels on utilise beaucoup d'acronymes, beaucoup d'abréviations, ceci constitue aussi une barrière très importante à la communication interculturelle. Ici au Nouveau-Brunswick, on utilise parfois en communication française, on utilise des abréviations en anglais, et ça augmente les défis en matière de communication pour deux personnes de deux cultures différentes. Finalement, on pourrait mentionner la communication en personne par rapport à la communication écrite. On dit qu'ici, au Canada, on favorise de plus en plus la communication par courriel, la communication écrite qui dépersonnalise, si vous voulez, d'une certaine manière, les rapports entre les individus, alors que des gens de certains pays préfèrent encore avoir ces proximités-là avec son interlocuteur pour pouvoir établir un rapport et communiquer de manière efficace. Enfin, le développement des relations interculturelles efficaces demande des habiletés très importantes en matière de communication et de là l'importance de savoir nous reconnaître, de savoir reconnaître nos potentiels comme communicateurs et puis de savoir reconnaître les influences de nos cultures, non seulement pour pouvoir communiquer, mais aussi pour pouvoir décoder et recevoir la communication qui vient des personnes qui sont nées ailleurs dans le monde.